Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être ici à la Maison de l'Architecture pour cette nouvelle carte blanche, la 3e édition de ce rendez-vous qui est donné aux réflexions, aux questionnements, aux interrogations qui façonnent nos pratiques et nous donnent les moyens, je l'espère en tout cas pour vous, d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui, nous vous proposons d'échanger, de questionner une activité bien particulière. Une activité qui consiste à réparer. À réparer les espaces malades de l'urbanisation forcenée par des expériences qui redonnent une place aux non-humains, aux êtres vivants, qui redonnent une place à la flore et à la faune dans les espaces de la ville. Alors pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Osler de l'agence Terre. Je suis ravi d'être ici à Rouen. Rouen, c'est une ville un peu... c'est notre chat noir à l'agence Terre, parce que ça fait 36 ans qu'on essaye de travailler à Rouen, on n'est jamais arrivé. Voilà. Donc je me dis qu'une conférence, peut-être c'est une manière de se consoler. Voilà, donc je l'avais dit d'ailleurs quand j'avais rencontré le président, mais bon. Donc je suis ravi, je suis ravi effectivement de présenter l'agence, son travail. Donc ça c'est une petite photo de l'agence Terre, qui est une agence nombreuse. Il y a à peu près une cinquantaine de collaborateurs sur Paris. Ça, c'était une photo qui a été faite à l'époque du Covid, où chacun avait posté plutôt que la photo officielle, chacun avait posté sa situation individuelle au démarrage du confinement, nous compris. C'est pour ça qu'on est un peu moins apprêté qu'on ne l'est d'habitude. Et c'est une agence qui a comme caractéristique d'avoir été fondée effectivement à Paris. Et puis on a développé au fil des années un certain nombre de bureaux, d'agences, pour travailler sur des projets directement. Donc il y a une première agence historique qui s'est installée en Allemagne, à Karlsruhe, ville dans laquelle Henri Bava, un des 3 associés, enseigne le paysage à la faculté d'architecture de Karlsruhe. Une autre à Barcelone, on y reviendra, à la suite d'un projet lauréat, qui est un projet qui se continue actuellement, donc qui a demandé de mobiliser effectivement un certain nombre de personnes sur place. Et puis au gré d'un projet gagné à Los Angeles, et donc qui a fait un peu, qu'on a gagné il y a quelques années, qui nous a un peu appris à qu'est-ce que c'était que le projet de paysage aux États-Unis, où le privé est avant tout le maître d'ouvrage. Il y a très peu de maîtres d'ouvrage publics, ce qui veut dire que les choses sont très compliquées. Généralement, on a un peu d'argent pour lancer le concours, et puis après, il faut trouver des fonds. Donc, c'est toujours un peu compliqué à se développer. Et puis, depuis 7 ans, à Shanghai, une agence dont je m'occupe, moi, personnellement, plus en avant. Et puis une petite à Détroit. L'agence Terre, elle travaille sur c'est une agence de paysagistes, on y reviendra. Elle travaille sur des parcs, des espaces publics. Elle travaille sur des projets urbains à un peu plus grande échelle. Elle peut travailler aussi sur des réflexions territoriales, sur des plus grands territoires. Et donc, en fait, quand on assemble un peu tout ça, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'on a 2 ou 3 métiers différents. Parce que travailler sur un jardin, c'est pas travailler sur un espace public, c'est pas travailler sur un quartier, c'est encore moins pas travailler sur un territoire. Donc il y a à la fois des choses communes et en même temps des sujets qui sont des sujets d'échelles différentes, mais sur lesquels on va retrouver l'ensemble des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Petit retour en arrière, on est issus, Henri, Olivier et moi, Henri et moi, on était dans la même école, qui était l'école qui se situe, on a la chance d'avoir fait nos études ici, à côté du Potager du Roi. À côté du Potager du Roi, il se trouve à côté du parc de Versailles, donc voilà, on avait les pères fondateurs qui étaient à portée de vue, et donc ça a aussi contribué à former un peu notre savoir-faire, notre expérience de paysagiste, parce qu'on est effectivement héritier de cette tradition, du jardin de Le Nôtre, et surtout héritier d'une
Et on en revient à l'architecture, à une époque où l'architecture et le paysage étaient un peu fabriqués ensemble. Et cette gravure, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle montre les grandes avenues de Versailles qui partent en bas de la figure, et puis cette peinture avec le château et les jardins qui s'y déploient. Donc il y avait une espèce de continuité entre la manière de fabriquer la ville et la manière de fabriquer le parc à cette époque. Et donc on est héritier un peu de cette tradition de grands tracés, de grandes perspectives, d'horizons, de maîtrise du nivellement, parce que je crois que l'une des qualités des paysages réussis, c'est la manière dont le nivellement, tout est traité de manière très élaborée. Et donc on est très attentif, nous, à l'agence, en tout cas en maîtrise d'œuvre, sur la manière dont les espaces sont traités et la qualité, évidemment, des questions de nivellement. On a été aussi influencé par le parc de la Villette, deuxième clin d'œil à un architecte, parce que ce concours a été gagné par un architecte, par Bernard Tchoumi, à l'époque où on faisait, nous, nos études. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il a répondu exactement, il a émis la réponse qu'il fallait avoir, c'est-à-dire qu'on demandait, c'était à l'époque un concours ouvert, un des derniers grands concours ouverts, on demandait aux gens à réfléchir au parc du XXIe siècle, et il n'y a pas répondu par une espèce de volonté de faire de la science-fiction, de l'anticipation de ce que serait l'avenir des parcs, mais il a essayé de réfléchir en termes de programmation, et cette grande pelouse que vous voyez en bas à gauche, c'est effectivement une des grandes réussites, une pelouse multifonctionnelle dans laquelle effectivement se développe un certain nombre d'activités. Et ce parc de la Villette, ces grands espaces, ces grandes pelouses ouvertes, ça a été effectivement une grande influence sur 3 projets que vous voyez ici, que sont le projet du parc des Cormailles à gauche, des docks de Saint-Ouen et puis du parc de Boulogne-Billancourt, qui sont trois parcs importants qui sont tous situés au bord de Seine. C'est ça qui aussi nous relie ce soir. En fait, il y a un fleuve qui relie Rouen à Paris ou Paris à Rouen, c'est comme on veut. Et donc, c'est ces 3 projets s'y sont développés. Vous voyez sur cette carte le parc des Cormailles, le parc de Boulogne-Billancourt en bas et le parc des Docks à Saint-Ouen, avec un petit dernier qui est le parc du Peuple de l'Herbe, on y reviendra, qui est le projet qui est illustré sur cette coupe et qui figure sur les fauteuils. Ce qui est intéressant, c'est que ces 3 projets, ces 4 projets se sont succédés historiquement dans le temps. Le parc des Cormailles, il a été livré en 2007, puis le parc de Billancourt plutôt en 2012-2015, et de 2010-2012, et puis le parc des Docks 2015, et le parc du Peuple de l'Herbe 2017-2018. Donc, ils ont traversé un peu les préoccupations qui sont les nôtres, ils ont traversé les injonctions auxquelles on doit répondre aujourd'hui quand on fait ce métier. L'effondrement de la biodiversité, la crise climatique, la prise en compte des îlots de chaleur quand on travaille sur les villes. Donc il y a tout un tas de problématiques qui sont apparues, qui n'étaient pas, quand on a commencé ce travail de maître d'œuvre, qui n'étaient pas prégnantes et qui sont devenues petit à petit. Donc il y a comme une espèce de coupe géologique en fonction des projets, sur lequel on va retrouver des points communs, bien entendu, des écritures communes, mais des réponses qui vont à chaque fois évoluer et qui vont changer d'un projet à un autre. Et on est passé comme ça d'un traitement de l'espace, on va dire très simple, à plutôt la prise en compte des milieux. Et je vais vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer en quoi ces problématiques elles sont emboîtées l'une à l'autre. Effectivement, s'occuper des milieux, ça veut pas dire abandonner les questions de gestion de l'espace ou de traitement de l'espace, mais ça veut dire aussi avoir d'autres préoccupations qui n'étaient pas celles qu'on avait pu avoir auparavant. Et donc, le métier a comme ça changé. Et maintenant, être paysagiste en 2023, c'est effectivement prendre en compte un certain nombre de sujets. Ces sujets, c'est comment prendre en compte les milieux vivants avec cette séparation humain-non humain. À l'époque, c'était pas du tout
tout ça c'est très récent, hein, le terme de, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que le terme de biodiversité, il est apparu au milieu des années 90, c'est quand même pas très ancien, c'est-à-dire qu'un certain nombre de sujets qui sont comme ça, qui paraissent extrêmement évidents, ils ne sont apparus que très tardivement, d'abord par des scientifiques et puis après par l'ensemble de la population, par les politiques. Donc petit à petit, ces sujets-là sont arrivés dans la réflexion. Et juste, je vous ai mis une petite phrase de Baptiste Morisot, qui est un philosophe qui réfléchit sur ces questions. Et c'est lui qui pose, c'est la dernière phrase sur la question de la crise écologique, en disant que c'est d'abord une crise de relations, c'est d'abord une crise de prise en compte effectivement, de ce que c'est que le vivant non humain, qui peut paraître un peu un terme, alors on n'a pas trouvé de terme un peu plus glamour, mais c'est vraiment cette idée, et je vais essayer de l'illustrer, cette idée de prendre en compte le vivant dans tout son ensemble. Alors, le vivant, si on veut le replacer au cœur de notre pratique, ça veut dire qu'il faut inventer de nouvelles manières de faire les choses, de nouvelles méthodes, de trouver de nouveaux sujets, de trouver de nouvelles postures, de trouver aussi de nouveaux récits, on y reviendra parce que c'est un sujet qui nous est cher, et puis effectivement d'essayer de s'inspirer des influences qu'on peut avoir. Je reviens sur la présentation de l'agence. Vous avez vu que c'est une agence où les gens, à part moi et mes deux associés, sont plutôt très jeunes. Ce qui veut dire qu'on est aussi en prise directe avec un certain nombre de problématiques qui remontent. Quand tous les gens de l'agence viennent en vélo, les trois quarts, on est obligé de prendre ça en compte. Quand on voit que très peu, la moitié, alors on est à Paris, la moitié n'a pas le permis de conduire. Donc les relations, effectivement, à la mobilité, au déplacement, aux manières de consommer sont très différentes. Et ça a une influence, bien entendu, sur la manière d'aborder les sujets et sur la manière de les concevoir. Alors, la première, si on fait humain, non humain, on va faire ça de manière un peu scolaire, mais qu'est-ce que ça veut dire concevoir avec le vivant humain ? Ça veut dire commencer à se préoccuper de questions d'usage, c'est-à-dire que l'usage devient peut-être une clé d'entrée, avant de commencer à dessiner quoi que ce soit, commencer à réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'usage de ce futur quartier, de ce futur parc, de ce futur littoral. C'est aussi s'intéresser aux mémoires. On reprend souvent un terme qui a été utilisé il y a quelques années par Fernand Braudel, qui est celui de la géohistoire, c'est-à-dire qu'en gros, on met nos pas dans les pas de nos prédécesseurs, et puis on va donner une direction au suivant. Ça serait assez prétentieux de penser que le projet sur lequel on travaille, et c'est quand même un métier qui rend prétentieux, hein, architecte ou paysagiste, c'est-à-dire qu'on laisse des choses comme ça qu'on pense être pour l'éternité. Il ne faut pas oublier que l'éternité dans les projets, c'est assez compliqué. Et donc, les choses vont pouvoir évoluer. Et ça veut dire commencer à se dire, en tout cas quand on travaille sur un certain nombre de territoires, commencer à laisser ce que j'appelle des portes ouvertes, c'est-à-dire pas refermer le projet, mais qui laisse aussi qu'on puisse imaginer qu'il puisse se développer. Et donc travailler sur cette question de la géohistoire, pour nous, c'est très important. Souvent, quand on commence à travailler sur un site, on commence à déconstruire, et essayer de comprendre comment on en est arrivé là, sous quelles influences. Et en détricotant comme ça, on va retrouver des choses qui sont extrêmement intéressantes, qui sont parfois complètement enfouies, sur lesquelles on pourrait passer à côté. On parle souvent d'essayer de décrypter des signaux faibles. Il y a des fois des choses qui sont évidentes, il y a des fois des choses qui sont extrêmement subtiles. Et tout notre travail, nous, de concepteurs, là je parle de manière globale, c'est aussi de comprendre, de décrypter l'ensemble de ces signaux. Et puis c'est aussi d'aller chercher des imaginaires. Il faut essayer effectivement l'imaginaire qu'on peut avoir sur un territoire, sur un quartier, sur un parc, sur un lieu, il est extrêmement important, et donc ça doit être traité effectivement comme un matériau, effectivement comme un autre, et puis comprendre, c'est écrit la diversité des humains, ça veut dire que bien souvent, c'est une discussion qu'on a eue il y a quelques jours, bien souvent quand on travaille sur un projet, il y a les premiers concernés, c'est ce qu'on appelle les voisins immédiats.
ceux-là, ils sont concernés directement parce que ça va changer leur quotidien. Et donc, on a tendance à faire des réunions de concertation avec les voisins immédiats. Et on oublie, comme ça, que ces voisins immédiats, ils sont peut-être là de passage, qu'il y aura d'autres voisins qui vont arriver. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'élargir, et on verra comment on procède, en essayant d'aller chercher des cultures, des âges différents, des genres. Bien souvent, dans les réunions publiques, vous avez un profil un peu type de gens qui participent. Là, l'idée, c'est d'aller chercher l'ensemble des publics, et notamment un gros travail qui est fait avec les jeunes, que ce soit dans les écoles, les collèges ou les lycées, pour que effectivement les futurs utilisateurs, parce que l'urbanisme ou le paysage, c'est forcément le temps long, puissent être impliqués dès le démarrage. Et là, je vous ai mis quelques illustrations du projet des Nantes Bord de Loire, qui est un projet qu'on développe depuis quelques années, en face de l'île de Nantes. La grosse île, vous la connaissez toutes, c'est l'île de Nantes. Et nous, on travaille sur les quais de Loire, sur toute cette partie ici, jusqu'au canal Saint-Félix. La gare est juste d'à côté. Et donc, c'est travailler sur le développement de ces bords de Loire. Et là encore, on a fait un travail, on a fait à la fois un travail de géohistoire, d'imaginaire. On a essayé de dire qu'après tout, ce quartier, on a essayé de le caractériser en disant que c'était la rencontre de deux univers. C'est le bord de Loire, bien évidemment, mais c'est à la fois la rencontre de toute la partie plus en aval, Saint-Nazaire, l'estuaire, et puis la partie, on va dire, campagne, ou la partie des bords de Loire, de manière qui sont aménagées de manière beaucoup plus naturelle. Et ce qui était intéressant, c'est la manière dont ces deux systèmes venaient se croiser. Et ça nous a permis comme ça de tirer un fil et d'aller chercher... je le disais, des imaginaires différents, et que le fleuve, ça pouvait être ces deux images, un estuaire, un bord de mer, et puis ça pouvait être aussi un autre espace. Et ce jeu entre ces deux imaginaires qui se croisent au niveau du projet, ça nous a servi un peu de fil directeur pour développer ce projet, avec notamment un gros travail de concertation, mais au-delà de co-construction, en allant chercher effectivement l'ensemble des acteurs, en repérant des acteurs qui pouvaient être intéressés par ce projet, pas forcément pour intervenir directement sur le projet, mais nous dire ce qui était en jeu sur ce territoire, et d'aller chercher effectivement... les objectifs, faire coïncider les objectifs de la métropole nantaise avec un certain nombre d'objectifs, d'indicateurs, d'aller chercher effectivement un certain nombre de sujets, et puis d'aller chercher aussi, sous forme de workshop, d'aller chercher des témoignages de gens très très différents, de faire des parcours, de faire des visites, de faire des préfigurations, c'est extrêmement important, et d'essayer d'être à la fois sur ce que vous voyez sur les vignettes et sur la figure globale, c'est-à-dire à la fois penser globalement les bords de Loire, mais aussi le penser localement. Tout ça pour éviter ce jeu d'aller-retour entre les échelles. Il est extrêmement important parce qu'il évite la tentation qui est d'additionner comme ça de manière pour répondre effectivement à des attentes. On cloisonne un peu tout ça en mode un peu code-barre, on répond à tout le monde, on répond aux jeunes, aux vieux, aux femmes, aux hommes, on a l'impression comme ça qu'en additionnant tout ça, on va fabriquer un projet global. Or, on ne le fabrique pas, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas cet univers, ce qui n'empêche que effectivement, quand on va travailler à la grande échelle, il faut effectivement se préoccuper des micro-lieux, des micro-ambiances pour y répondre de manière le plus efficace possible. Et on a conçu comme ça, dans tout notre travail de concertation, un certain nombre de visions de ce que pouvaient être les bords de Loire, en interrogeant des artistes, en interrogeant les questions de l'agriculture urbaine, donc en interrogeant des sportifs,
aussi des gens qui avaient l'habitude d'utiliser la Loire. Donc on a été chercher comme ça des publics très très différents, qu'on a essayé de faire, d'impliquer. Ils n'étaient peut-être pas habitants du quartier, ils n'étaient pas forcément des riverains, mais ils avaient à voir avec la Loire, qui était effectivement ce grand fleuve, et c'était un morceau de Loire, donc la parole qu'ils pouvaient avoir, le regard qu'ils pouvaient avoir pour la Loire, sur la Loire, pour nous, il était extrêmement intéressant, parce qu'il allait contribuer à alimenter ces questions. Et puis après, on a effectivement, on a commencé à interroger la question du sport, des pratiques. Alors on a toujours le réflexe d'avoir des jeux formatés par tranche d'âge, par enfant. Et là, c'était un peu d'essayer d'effacer ces catégories. Et ça nous renvoie après à des questions qui sont plus importantes, qui sont les questions de l'inclusion, qui sont les questions de genre sur l'espace public. Et donc d'aller chercher comme ça des thématiques qui sont beaucoup plus larges et qui vont nourrir le projet qu'on va pouvoir développer. Donc tout ça, toutes ces phases, elles ont été menées au niveau de l'AVP, très très en amont, et ça nous a permis, nous, effectivement, de développer notre projet d'aménagement spatial, mais en même temps de l'enrichir avec l'ensemble de ces travaux et l'ensemble de ces apports des différents publics. Alors, le non-humain, on y vient, on a vu l'humain, comment s'en occuper. Le non-humain, c'est d'abord essayer de comprendre ce que c'est que des écosystèmes, ce qui veut dire qu'il faut essayer d'aller trouver d'autres experts, d'autres compétences qui vont pouvoir nous expliquer effectivement qu'est-ce que ça veut dire ces écosystèmes. C'est penser les paysages comme des milieux, et donc du coup la ville, elle devient un habitat de ce non-humain. Donc ça renverse un peu comment accueillir cette diversité, comment accueillir. Alors non-humain, c'est la faune, la flore, donc c'est comment l'accueillir au mieux. Comment commencer à penser ce qu'on appelle l'ensauvagement du paysage urbain, ce qu'on essaie de développer sur un certain nombre de projets, c'est-à-dire essayer d'oublier qu'on a ce passé justement des grands parcs, du jardin à la française, et après des postures très très horticoles pour trouver des choses qui racontent et qui peuvent effectivement engager le non-humain de manière différente. Et puis c'est essayer de tenir au quotidien ces engagements. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de montrer la complexité du dessous et du dessous, ou de dessous et du dessus, en montrant ce qu'on a appelé, nous, l'écosystème vertical, c'est-à-dire ce qu'on a tous appris quand on était dans les petites classes, dans les sciences naturelles, le cycle de l'eau, la manière dont l'eau s'évaporait, les nuages, la pluie, les nappes phréatiques. Et donc, c'est de montrer que tout ça, ça fonctionnait ensemble et qu'il y avait un rapport entre le sol et ce qui se passait au-dessus. Et donc, pas avoir une espèce de vision uniquement sur ce qui apparaît, mais essayer de comprendre aussi ce qui pouvait se jouer. Et vous pouvez le faire aussi pour un certain nombre d'animaux. C'est-à-dire que quand on pense, là, c'est une... Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais... c'est une coupe qui montre à quel niveau, quels oiseaux vont utiliser la canopée. Et donc vous voyez que ce qu'on pensait être des oiseaux qui vont pouvoir se déployer n'importe où, parce qu'ils sont libres comme l'air par définition, en fait, ils ont des endroits dans lesquels ils vont nicher, des endroits dans lesquels ils vont se nourrir. Et donc ça commence à amener de la complexité de la manière de gérer leur matière première future et d'essayer de regarder effectivement comment dans nos projets on peut effectivement répondre de manière stratifiée. Donc on n'a toujours pas commencé à dessiner le projet, mais on a commencé à aborder la question de la complexité de celui-ci. Et puis essayer de montrer, et là encore on a aussi fait figurer de l'architecture, parce que notre travail dans les quartiers, c'est préparer l'arrivée de l'architecture, c'est donner des conditions pour lesquels les architectes vont pouvoir s'emparer. Est-ce que je travaille sur des rez-de-chaussée? Qu'est-ce qui se passe dans les premiers étages? Qu'est-ce qui se passe en haut? Quelle vue je vais avoir? Quelle qualité je vais avoir? Et tout ça, c'est effectivement ce travail extrêmement étroit qu'on essaie de développer avec les architectes quand on travaille quand on établit par exemple des fiches de l'eau sur des quartiers, comme on le fait à Strasbourg, à Elkirch, à Fleury-sur-Orne ou au Vésinet, en banlieue parisienne. On essaye effectivement de nous donner un peu des conditions sur lesquelles ils vont pouvoir effectivement s'appuyer.
Mais aussi, il faut effectivement se rendre compte que notre mission, alors c'est traduit de manière un peu barbare avec le ZAN, hein, zéro artificialisation nette, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a une vraie perte de la biodiversité, il y a un vrai effondrement, et donc on est de plus en plus, je pense, enjoint de répondre à cette perte, à cette artificialisation, en essayant de proposer effectivement un certain nombre de solutions, mais qui ne sont pas des réponses quantitatives. C'est aussi qu'est-ce que ça fabrique comme espace, qu'est-ce que ça fabrique comme imaginaire, qu'est-ce que ça peut raconter, comment je vais être à l'ombre au soleil, comment je vais pouvoir me balader, comment je vais pouvoir traverser. Tous ces sujets-là sont effectivement liés. Alors, comprendre ce qui se passe au-dessus, c'est comprendre ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire que, que vous travaillez avec des géologues, des pédologues, ils vous expliquent de quelle nature est le sol, comment on peut travailler, soit en changeant complètement, soit en travaillant sur des mélanges, soit essayer de l'enrichir. Donc on voit bien que commence à se mettre en place un certain nombre de stratégies pour effectivement favoriser ce rapport au non-humain. Et là, on commence à aborder ce qui avait été montré tout à l'heure, c'est-à-dire que le paysage, ça devient des milieux ou un milieu. Et donc, on essaye de le caractériser. C'est ce qu'on a montré sur cette coupe, mais c'est aussi ce qu'on a fait sur les bords de Loire, essayer, selon les endroits, essayer de montrer ce qui était en jeu en termes de qualité d'usage, mais aussi de milieu naturel. Et puis d'autres, là encore, vous voyez tous les acteurs non vivants de ce dispositif qui vont venir effectivement fabriquer ce futur milieu. Et puis après, ça permet aussi de travailler sur des palettes végétales. Je parlais tout à l'heure d'essayer d'avoir une espèce de décalage par rapport à l'approche horticole, mosaïculture qu'on peut trouver dans les villes, mais d'essayer de s'inspirer à la fois des grandes formations naturelles, essayer de les mélanger avec d'autres formations, de telle manière à fabriquer des nouveaux milieux qui à la fois répondent à des caractéristiques d'accueil du non-vivant, mais du non-humain, pardon, mais en même temps donnent aussi des qualités spatiales. Donc c'est toujours cette espèce de balance entre la qualité spatiale et la réponse à des enjeux écologiques ou de milieu. Là encore, sur les bords de Loire, on a essayé d'introduire les questions d'agriculture urbaine, mais pour de vrai, sur des grandes dimensions, et essayer de voir comment, effectivement, on allait pouvoir mettre en place ce qu'on a appelé la Loire cultivée. Je passe rapidement. Et après, on a d'autres milieux, effectivement, quand on est sur des quais plus minéraux, on est sur une autre logique. Donc il n'y a pas cette espèce de... Il ne s'agit pas de tout transformer en milieu naturel, mais essayer d'accompagner les différents dispositifs. Je passe. Parce que l'heure tourne. Et alors l'autre question, c'est effectivement comment représenter le vivant. Et on arrive à ce fameux projet de Carrière sous Poissy, qui est ce fameux parc du peuple de l'herbe, qui est ma trouvaille, je dois dire. J'en suis assez fier, parce que l'anecdote, c'est qu'on cherchait à accrocher les élus, on avait du mal à chaque fois qu'on présentait le projet. C'était un espace naturel sensible, hein, c'est ça la commande. Puis on voyait bien que l'espace naturel sensible, et au département et la ville, ça les intéressait pas plus que ça. Et donc ils avaient leurs 2 téléphones, comme d'habitude, et puis quand on faisait la présentation, ils passaient de l'un à l'autre. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on a trouvé en disant, mais voilà, les premiers occupants, c'est les insectes. On est sur une grande pelouse. Et on va appeler ça le parc du peuple de l'herbe. Et à ce moment-là, ils se sont tous arrêtés. Ils ont tous mis leur téléphone de côté. Et puis, ça a commencé à engager parce qu'on avait, il y avait tout à coup quelque chose qui est aussi, je parlais du récit, eux aussi voyaient quelque chose. Eux aussi voyaient comment, effectivement, on allait peut-être mettre un pas de côté par rapport à la manière de gérer ces espaces. Ça fait partie d'une grande stratégie territoriale sur laquelle je ne reviens pas, entre Saint-Germain et Mantes, sur lequel qui est le projet Seine-Parc. On y reviendra, mais voilà, ces 2 images, c'est ce qu'étaient les bords de Seine avant qu'on intervienne, bien avant qu'on intervienne, dans les années 50. Et puis, en bas, on a le projet tel qu'il est. C'était comme dans beaucoup de bords de Seine, c'était du maraîchage, une terre alluviale, à une époque où le fleuve débordait, comme tous les fleuves,
débordait, déposait du limon, revenait dans son lit, et puis on avait cette terre qui était une terre extrêmement riche, dans laquelle on a développé beaucoup d'agriculture. Et puis on a eu la riche idée d'essayer d'amener de l'amendement à cette agriculture, et on a été chercher les bouts d'épuration de la station d'épuration d'Acher à côté, et jusqu'au jour où on s'est aperçu que c'était plein de plomb, de zinc, et donc on a arrêté l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a cultivé pendant des millénaires, oui, pendant très longtemps, et puis tout à coup, voilà, on a complètement cassé le truc, donc il était impossible de cultiver. Et il était impossible aussi de construire. C'est pour ça que vous voyez la limite de la ville, parce qu'on était en zone inondable. Et donc on s'est retrouvé là avec un ancien... et tout ça étant bien entendu des gravières, comme partout en bord de Seine. Ces gravières, elles ont été exploitées. Et puis après, une fois que les trous ont été creusés, on a dit on va faire des décharges. Donc on a récupéré tous les matériaux... qui traînaient à droite à gauche, et on a effectivement rebouché tout ça, et donc on s'est retrouvé avec un territoire un peu bizarre, et qui était cette espèce de grande plaine. Et là on avait 113 hectares de grande plaine de prairies sèches, et il fallait effectivement créer un espace naturel sensible. Donc c'était un peu nouveau pour nous. Vous l'avez vu, on était plutôt des métropolitains, plutôt des urbains, et là il a fallu s'attaquer à quelque chose avec laquelle on n'avait pas l'habitude de travailler. Et donc on a eu deux angles d'attaque. Le premier, c'est d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cette pelouse, qui est effectivement une prairie ouverte, mais comment est-ce qu'on pourrait amener de la diversité, et puis comment on allait travailler, raconter la Seine. Et ça nous semblait extrêmement important. Le premier travail qu'on a fait sur les milieux, c'est de se dire, après tout, on va essayer d'amplifier les différents milieux. Aujourd'hui, on a un milieu, qui était cette prairie sèche, sableuse. Et donc, si on surcreuse, si on reterrasse, avec des jeux de déblais remblais très légers, on va augmenter les milieux, on va avoir des terrassements où on va avoir des zones plus sèches, parce qu'on va être plutôt orienté plein sud. On va avoir des zones, on va creuser, on va imperméabiliser, et donc on va avoir des milieux humides. Et donc on va fabriquer comme ça, dans cet espace, quantité de nouveaux milieux. Donc ça commence comme ça, on fait un espèce de trou, on met de l'argile au fond, naturelle, pour essayer de garder l'eau quand on a les pluies. Et puis on essaye, il suffit d'attendre. On secoue, on attend, et puis quelques années après, on a tout qui se met en place. C'est-à-dire que là, rien n'a été planté. Rien n'était planté par les entreprises. Tout est venu naturellement. Les milieux se sont mis en place parce que, effectivement, on avait la proximité de la Seine, on avait des milieux humides à proximité, et donc on a pu en bénéficier et fabriquer des lieux très très différents. Et puis, le deuxième, et c'était cette coupe, ce qui nous a paru intéressant, c'était de raconter la Seine. J'y reviens parce que, toujours dans les enseignements de notre enfance, on a appris le cycle de l'eau, mais on a aussi appris le Nil fertile. C'est-à-dire qu'à une époque, pendant très longtemps, toutes les bords de fleuve étaient alimentés par le dépôt des limons qui se faisait à chaque inondation. Jusqu'au jour où il a fallu transformer notamment la Seine en chenal, c'est-à-dire qu'on a décidé de chenaliser la Seine, de la canaliser, de mettre des écluses de telle manière à permettre le trafic des biens et des marchandises. Et on n'a plus du tout accepté l'inondation comme étant un phénomène naturel, et c'était plutôt quelque chose dont on devait se défendre. Et ça a été fait dans beaucoup de villes. On a fait des perrets, on a fait des murs, parce que l'extension naturelle d'un fleuve, qui est son existence, parce qu'il est chargé en hiver, au début du printemps ou fin d'automne, et donc il va déborder, il va se déployer. Et ce jeu entre le lit mineur et le lit majeur, en fait, il est très peu expliqué. Et donc nous, on a décidé effectivement de scénariser cette variation du niveau en créant à partir d'une berge qui était une berge 3x2 classique. On avait le bord de Seine, on avait la berge, le talus,
toujours le même, cette belle rangée de peupliers d'Italie, et puis point barre. Et puis donc on a décidé, on va casser un peu ce système et on va essayer de fabriquer. Et là encore, on va augmenter les milieux parce que ce que vous voyez ici, c'est des zones dans lesquelles c'est des futures frayères à poissons. On va profiter du bâtillage des péniches qui vont amener à chaque fois une vague d'eau qui vont dépasser les petits rochers qui sont mis là et qui vont venir comme ça amener un tourbillon et donc réoxygéner l'eau. Et donc on va pouvoir développer d'autres plantes et d'autres espèces de poissons. Et là encore, on contribue effectivement. Et après, ça c'est une année après, tout ça s'est mis en place. Et puis on a fabriqué cette espèce de ponton qui est à la fois qui peut être à la fois au bord de l'eau, mais qui peut être à la fois entouré d'eau. Et voilà, il y a cette espèce de promenade qui raconte un peu les bords de Seine. Et là, c'est une photo à la livraison. Et voilà, il a fallu attendre juste une saison. On a eu les premières inondations et on a eu effectivement ce niveau de l'eau. On a gardé toujours, parce qu'on s'est mis sur une cote altimétrique en dehors de la Centenale, donc on avait toujours cette possibilité de cheminer au bord de l'eau, mais tout à coup on se retrouvait au milieu de l'eau. Au lieu d'être en bord d'eau et d'avoir le parc derrière, on était un peu dans un entre-deux extrêmement intéressant, parce que tout à coup cette inondation, on la visualisait. Et puis, bien entendu, c'est un parc, là encore il y a des usages. Il y a une maison de l'insecte qui contribue un peu à donner des activités. Les enfants notamment beaucoup d'écoles vont dans cette maison des insectes et puis après peuvent aller sur site à la vraie chasse aux papillons avec des vrais filets à papillons sans passer par le métavers. C'est-à-dire que tout à coup il y a une vraie... il y a un vrai... on travaille sur site, quoi. Il y a une vraie compréhension de ce que c'est qu'un milieu naturel et ce que sont les insectes qu'on a vus d'abord dans des cages ou dans des vivariums et comment on peut les voir après sur place. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu cette courbe. C'est des relevés, alors je le fais rapidement, mais c'est en 3 ans, c'est la variation du nombre d'espèces. Il y a des comptages qui ont été faits au début et puis à la fin, et on voit qu'il y a un certain nombre d'animaux qui se sont développés énormément parce qu'effectivement on a changé les milieux, parce que d'autres espèces sont arrivées, et donc on a contribué à fabriquer ces nouveaux écosystèmes. Et puis après, je vais passer rapidement. Et puis, un autre projet sur lequel je parlais tout à l'heure de l'Espagne, à Barcelone. Donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est la place des Gloires catalanes qui était au croisement qui est donc dans la ville de Cerdà, qui est la ville un peu dense, hein, donc avec la Meridiana, la Diagonale, le croisement des grandes avenues de Barcelone. Et au milieu, il y avait un échangeur autoroutier surélevé, ce que vous voyez un peu avec l'ombre portée. Au milieu, un espèce de terre-plein mal défini. Et donc, il y a eu un concours qui a été lancé. On a essayé de fabriquer un parc de la nouvelle génération qui est effectivement ce grand espace sur lequel on a développé des systèmes de sol continu. On a essayé d'échapper à la fois au jardin avec ses grilles périphériques. On a essayé Et puis, on a essayé d'introduire ce qu'on a appelé des nodes, c'est-à-dire on a essayé d'introduire des lieux dans lesquels on ne pouvait pas aller. C'est-à-dire que c'est une des premières fois qu'une ville expérimente des lieux dans lesquels, effectivement, on a un système de grillage, un système de plantation tel que la nature sauvage va venir s'installer, et le plus grand prédateur, effectivement, des oiseaux, c'est pas tant l'homme que le chat, donc il a fallu, effectivement, protéger l'ensemble dans ces zones et fabriquer à la fois des lieux dans lesquels on avait des vues sur Barcelone, parce qu'on est toujours... on est, en tout cas, pas à l'agence, on n'est pas dans la logique la ville contre la nature, on a une espèce de dialogue, effectivement d'accueil, de cohabitation, et donc il y a cette idée il y a des éléments repères de la ville, il faut qu'on puisse les observer depuis ce terrain de jeu, et puis des zones, c'est ça que vous voyez ici, ça c'est ce qu'on a appelé des nodes, donc on a mis, là il y a une clôture qui
qui empêche les chats de passer. Et donc on a mis de part et d'autre de cette clôture des plantations qui ont un certain nombre de vertus parce qu'elles vont pouvoir permettre à un certain nombre d'animaux de venir se planquer, de venir se nourrir. Et donc on fabrique comme ça à la fois des lieux très très urbains, des lieux avec des activités pour les enfants, pour les adultes, et en même temps des lieux dans lesquels on permet cette cohabitation du non-humain. Donc ça, c'est le premier projet un peu d'importance qu'on a réalisé avec cette thématique. Et on a comme ça toujours pareil, toujours ce jeu d'arrière-plan avec au fond la ville, et puis en premier plan des zones beaucoup plus naturelles. Et là, c'est un autre ensauvagement, c'est en fait, ce site-là, c'est le parc des Docks, qui était les anciennes installations des usines Alstom, donc extrêmement polluées, sur lequel on a mis un système de gestion de l'eau avec une petite rivière, et tout ça, ça n'existait pas, et ça s'est mis là encore en place petit à petit, et on a maintenant des zones extrêmement sauvages, et maintenant on essaye de réserver dans les parcs sur lesquels on travaille des endroits dans lesquels effectivement il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de présence humaine, mais il y a la présence d'une vraie biodiversité. Et puis on arrive effectivement à faire venir des oies. On les a pas achetés. Il n'y avait pas de lot fourniture de palmipèdes, mais tout ça se met en place assez facilement parce que là encore on est au bord de Seine, donc on a ce corridor naturel qui est un vecteur de transit, notamment de l'avifaune, et le fait d'avoir cette zone-là, ça permettait d'avoir une zone repos et donc de capter un peu une partie de cette faune sur le site. Et puis, là, je finis là normalement. Donc pour finir, on a été commissaire d'une exposition il y a quelques mois à Lille qui s'appelle Ville vivante, sur lequel on a essayé de prendre des exemples de villes à la fois sur lesquelles on a travaillé, mais aussi d'autres, dans lesquelles ces questions de la cohabitation du vivant humain non humain, elles étaient prises en compte, et avec bien entendu, selon les pays, avec des préoccupations différentes. Mais c'est ça qui est, je trouve, passionnant dans nos métiers, c'est-à-dire que notre terrain de jeu, c'est la planète entière, et c'est de savoir comment ces préoccupations qui sont mondiales, c'est cette crise climatique, comment elle est prise en compte, comment elle est traitée, et comment elle est questionnée dans les différents pays. Et donc on a choisi comme ça, c'est ce dispositif que vous voyez, c'était des espèces de petits box dans lequel on avait une grande carte, on avait une ville, et on projetait un petit film qui racontait un peu, et on a changé un peu la manière d'aborder les choses, et c'est plutôt les villes qui se racontent au travers de leurs expériences, au travers des éléments qui nous semblent être les plus révélateurs, et c'est ce qu'on a appelé les je suis, c'est-à-dire que chaque ville est quelque chose, et donc on a essayé effectivement d'aborder un certain nombre de préoccupations sur ce rapport entre la ville et le vivant, et comment le vivant humain, non humain, comment il pouvait se déployer, quelles étaient les questions du climat, quels étaient tous ces sujets, les sujets culturels aussi. Et donc on a, ça c'est une vue quand je disais que c'était une ville un peu dense, Barcelone, ça c'est les îlots de Cerdà. Et donc c'était raconté pour Barcelone comment la ville a décidé de travailler sur son espace public en essayant de faire que les espaces publics rafraîchissent, et donc travailler sur des super îlots, c'est-à-dire qu'ils ont regroupé les îlots que vous voyez ici, qui sont bien définis, les ont regroupés en 9 par 9, ils ont fabriqué ce qu'on appelle un super îlot. Tout le trafic de transit est reporté sur les côtés, et à l'intérieur de toutes les voies, c'est que du trafic de desserte, plutôt piéton, livraison, et donc ça change complètement le rapport à ces questions bioclimatiques. La deuxième, c'était Détroit, sur lequel on travaille actuellement, et notamment raconter comment cette ville qui a fait disparaître ce sol fertile est en train de se refabriquer aujourd'hui au travers de projets, notamment d'agriculture, qui prennent place sur des endroits qui sont désertés.
Bogota sur lequel on a travaillé. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est les questions des Amérindiens, des Indiens natifs, parce que voilà, on parle toujours de plantes locales, et en fait, on s'est aperçu que les plantes locales, en fait, c'était des plantes qui ont été importées par les conquistadors, et c'est pas du tout des plantes locales, c'est pas du tout des plantes originelles, et donc on a retravaillé sur cette histoire. Shanghai, sur la question du rapport de l'individu à la ville. Groningen, c'est aussi un travail qu'on a fait, c'est cette question de comment appréhender les questions de rehaussement du niveau de la mer et comment le traiter dans les projets. Marrakech, ce qui était extrêmement intéressant, c'est comment la palmeraie est en train de disparaître parce qu'on a perdu tous les savoir-faire d'irrigation. Tous les systèmes de canaux qui ont été développés il y a très longtemps sont en train de se perdre. Voilà. Et puis Turin, enfin, sur les questions du rapport à la nourriture, à l'agriculture urbaine, à la manière dont on peut intégrer tout ça. Et enfin Lille, qui était la manière de prendre en compte tous les animaux qui étaient de faire une espèce de grande cartographie de tous les animaux qui étaient présents au sein de la ville. Donc voilà, après c'est représenté. Donc voilà, j'ai répondu à votre question initiale, c'est ça? Voilà un peu dans le désordre, en tout cas, la manière dont on aborde ce métier. Toutes les réponses à toutes mes questions. Voilà. Bon, on peut y revenir maintenant. Et, voilà, j'ai assez parlé, à vous de me dire. Je vais vous prendre le micro. Oui. Merci. Donc, oui, alors j'avais préparé plein de questions. Je lui ai communiqué toutes mes questions et il a répondu à toutes les questions. Bien. Bon élève, hein? Merci, oui, bon élève. Merci beaucoup. Bon, écoutez, je pense que je vais vous donner la parole. Si vous avez des questions, je suppose que voilà, il y en a beaucoup. Il y a une question que je me permettrai quand même de vous poser. On a, en préparant effectivement cet échange, on a évoqué un certain nombre de points. Il y en a un qui nous apparaissait intéressant, c'était la question de l'acceptabilité du projet. Vous l'avez évoqué au démarrage de votre propos. J'aimerais je ne sais pas si ça vous intéresse, de revenir sur cette question-là. Elle me paraît essentielle, la question de l'acceptabilité du projet. En gros, c'est dire... un projet, c'est pas parce que le projet est réussi qu'il est pour autant accepté, ou en tout cas que tous les usagers, c'est-à-dire l'ensemble de la population ou du public, se soient emparés de ce projet. Il me semble, parce que nous l'avons évoqué, que c'est une question de méthodologie, en fin de compte, de l'agence Terre. Donc je vais vous demander éventuellement de reprendre un petit peu cette question-là, avant de laisser la parole au public. Alors, oui, merci. Très rapidement, effectivement, le fait je le disais, d'avoir une agence dans laquelle on peut avoir beaucoup de collaborateurs, l'avantage, c'est qu'on peut avoir des profils très, très différents. Et on a la chance d'avoir aussi des littéraires, aussi des gens qui réfléchissent et donc qui vont venir alimenter le projet, qui ne sont pas seulement des gratteurs, comme on dit, ou qui développent des projets, mais on essaye d'alimenter avec d'autres choses, notamment la question de l'art, elle est bien souvent présente. La question du genre, parce que ça revient très très souvent de la part de nos jeunes collaboratrices, cette question là on travaille sur la promenade des hauteurs, sur une promenade en proche région parisienne, et cette question du genre et de l'espace public, elle devient de plus en plus prégnante, elle apparaît de plus en plus, de façon de plus en plus importante, et on essaye comme ça effectivement de travailler sur l'acceptabilité, et c'est pour ça qu'on essaie on a insisté, j'ai peut-être dû prononcer le mot une fois ou deux, c'est la question du récit, elle est extrêmement importante, parce que le récit, ça permet d'échapper au projet tel qu'il est, mais ça permet d'embarquer d'autres publics, d'autres histoires. Alors le récit, il peut concerner aussi, bien entendu, les élus, mais les habitants, mais c'est essayer de voir comment chacun peut venir s'intégrer. Là, très récemment, il y a la semaine dernière, on est sur un projet de réaménagement de bord de fleuve dans une ville qui n'est pas Paris et ni Marseille, mais qui est entre les deux, et sur laquelle
On a une municipalité écologiste qui nous demande effectivement d'enlever de la voiture, comme ça se fait beaucoup sur les bords et puis donc de retravailler sur le vivant. Et donc on leur a proposé, nous, de dire mais il faut qu'on change un peu la manière dont on va traiter ces grands arbres d'alignement, ces grands platanes qui ont plutôt à voir avec l'architecture. D'ailleurs, ils sont dans les plans, ils sont sauvegardés comme espace remarquable, mais plutôt comme des statues qui sont comme ça mises en place. On leur dit, mais ces statues, on arrête de les penser comme des statues, comme des architectures, on va les penser comme des milieux vivants, et puis il y a un certain nombre d'arbres qu'on va devoir couper parce qu'ils sont malades. Et là, l'idée, c'est d'essayer d'embarquer les gens tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une espèce on le sent bien, même nous, on sent qu'il y a une espèce de crispation aujourd'hui. Dès que vous touchez un arbre, alors là, forcément, vous êtes le pire des criminels. Mais l'idée, c'est de dire, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Qu'est-ce que ça veut dire abattre un arbre? Qu'est-ce qu'on peut raconter sur l'arbre, sur le bois? Est-ce que ça peut devenir un chantier participatif? Est-ce qu'on peut raconter qu'avec le bois des arbres, on peut fabriquer, avec un certain nombre de publics, on peut fabriquer du mobilier urbain et faire intégrer les riverains, mais l'ensemble de la ville, de la population, les intégrer tout de suite dès la phase chantier, et non pas d'avoir ces palissades fermées, de dire demain vous aurez un espace magnifique. Donc essayer d'intégrer les gens le plus tôt possible. Donc ce travail alors ça s'appelle co-construction, ça s'appelle urbanisme transitoire, ça a plein de termes, mais ça nous semble être maintenant fondamental dans la manière d'aborder les projets. Merci. Oui, effectivement, c'est une question à laquelle on a été confronté ici avant, sur l'abattage des gens. Une première question. C'est plus difficile avec les forains, par contre, parce que moi, je sais qu'à Rouen, vous partagez. Moi, j'ai travaillé sur un projet à Soissons avec des forains. L'acceptabilité, pas facile. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir comment vous avez réussi à pacifier à Barcelone votre rond-point, et même c'est presque un rond-point partagé, et ça je suis assez impressionné parce qu'ici c'est plutôt le style autoroute à vélo. On a extrêmement du mal à pacifier nos rues, nos artères qui sont importantes. Voilà. Alors on ne l'a pas fait tout seul, on a effectivement la ville de Barcelone, je pense qu'elle est vraiment une ville pilote sur ces questions. Alors il y a des moyens qui sont importants, parce que la fameuse voie, il y a une voie quand même qui passe en souterrain, donc il y a un tunnel qui est fabriqué, qui va libérer l'espace, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que voilà, on a fait la part belle à la voiture pendant des années, et puis maintenant on essaye de rattraper, on essaie de réparer, c'est le côté garagiste un peu, mais on essaye effectivement de retravailler pour retrouver des usages. Et effectivement, le danger, ça serait aussi de confondre, de ramener le déplacement cycliste à ce qu'on appelle le vélo taf, c'est-à-dire d'aller rapidement en vélo d'un point A à un point B. Le vélo, c'est aussi une autre manière de se déplacer, qui peut être aussi une manière plus pacifiée. Donc, on a été bien soutenu par la municipalité de Barcelone, qui était vraiment qui est très en avant, je trouve, sur ces questions de mobilité notamment. Mais qui est facilité parce que Barcelone, c'est pas une ville à fleuve avec des ponts, qui est votre cas, notre cas, qui est beaucoup plus compliqué. C'est la ville tramée par excellence. C'est plus facile quand vous avez une ville tramée très régulièrement d'avoir ce jeu. Donc la solution n'est pas transposable directement, mais c'est aussi une mentalité, c'est aussi une question d'acceptation par les Est-ce que vous avez une autre question? Oui, a priori, il fonctionne. Si vous avez... Vous avez parlé d'une... il me semble que toujours correction sont dans les villes, mais pour l'écologie, il faut des couloirs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de créer des couloirs entre ces nœuds? Justement, c'est une bonne question, parce que ce qu'on a essayé de faire, notamment à Barcelone, alors il aurait fallu revenir à Barcelone, ces grandes avenues,
c'est des avenues qui vont de la mer à la montagne, donc c'est des corridors presque naturels. Et donc l'idée, c'était de fabriquer ce qu'on a appelé des systèmes de pas japonais, donc fabriquer ces fameux nodes, ces fameux nœuds de biodiversité. Ils sont placés d'une certaine manière à ce que des animaux puissent passer de l'un à l'autre, et donc commencer à fabriquer mais ça demande effectivement une approche, et ça demande d'autres savoir-faire. C'est-à-dire que bien souvent, là, on commence à travailler avec un certain nombre de personnes qui sont à la fois géologues et écologues. Ce qui est nouveau, d'habitude, c'est le géologue vous disait le sol, c'est ça, et puis l'écologue vous disait, ben voilà, il y a telle plante qui pousse, et puis les deux travaillaient pas forcément ensemble. Là, on a des gens qui essayent d'aborder les deux en même temps, le dessus et le dessous. Et puis, on a surtout, au début, on avait beaucoup de mal parce qu'on avait des écologues qui étaient en capacité de faire des inventaires. Mais une fois que vous avez fait l'inventaire, on fait quoi ? C'est comment on agit. Et c'est ça, nous, on est dans une logique architecte comme paysagiste de transformation du territoire. Comment on peut contribuer, comment on peut travailler, comment on peut favoriser un certain nombre de choses. Et donc, ce qu'on commence à faire, c'est commencer à trouver des espèces, par exemple des espèces cibles, en disant, ben voilà, c'est tel oiseau, c'est tel insecte qui est présent, donc il y a peut-être quelque chose à fabriquer. Donc, on est vraiment dans une logique, effectivement, où on réfléchit, non pas de manière très administrative avec vous savez, avec les trams, hein, la trame verte et la trame bleue, on a pensé que c'était la solution à tout, la panacée. En ville, c'est plus compliqué. Mais travailler sur ces micro-espaces, travailler parfois sur des cours, sur des parcs, travailler sur un système relais, travailler sur des interrelations. Et le paysage, avant tout, c'est une question d'interrelation. C'est une question dont comment les choses travaillent ensemble. Et cette manière d'aborder, pour nous rend plus facile, effectivement, le fait de développer des projets dans lesquels on va essayer d'aller chercher des solutions qui vont pouvoir s'appuyer sur un existant et qu'on va pouvoir essayer d'influencer. Une autre question ? Une autre question ? J'ai une question bateau. Non, il n'y a pas de... J'ai une question au fond. Personne n'est parfait. Tu parles beaucoup des interrelations Oui. paysage-architecture. Oui. Et on voit une réflexion que je trouve intéressante sur tout ce monde qui est le nôtre vivant, non vivant. C'est quoi les interrelations paysage-architecture? Parce que l'architecte aussi a ces préoccupations-là, mais Bien sûr. C'est plus compliqué parce que lui, il travaille avec une matière qui est inanimée et il essaye d'intégrer aussi du paysage dans la construction. Et je me demandais si tu avais des projets particulièrement... Sur les projets urbains que je n'ai pas montré du tout, on est urbaniste en chef de certains quartiers. On essaye de développer des collaborations, en tout cas des connexions effectivement avec nos amis architectes. Déjà, on aime l'architecture, c'est déjà parce que c'est quand même une profession en gros. L'architecte c'est le mâle, le mâle M-A-L, c'était le bétonneur. Et quand même à une époque, moi quand j'ai commencé mes études, c'était la ville contre nature. C'était vraiment deux mondes irréconciliables. Et puis il y avait l'architecte. Non, je ne dis pas que c'était... Mais en tout cas, ça circulait dans les on peut retrouver les revues, si tu veux, je peux donner des noms même, mais bon. Voilà, il y avait une espèce de vision comme ça, c'était deux mondes un peu étrangers. Pendant longtemps, on a été un peu... c'est Michel Courageux qui avait cette expression que j'aimais bien, on était les pendentifs des architectes. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient leur bâtiment, après les enfants battus des architectes, et puis maintenant, on est dans une relation beaucoup plus apaisée. Mais moi, j'aime bien cette idée de travailler ensemble, c'est-à-dire de leur donner des pistes sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer. Non pas faire le projet, puis après dire avec ce qui reste, il va falloir faire un peu de paysage, mais qu'on soit en amont sur les projets. À l'Agence Terre, je crois qu'il y a 70% d'architectes. Donc les architectes, ils ont aussi un mode de réflexion qui nous intéresse nous, et effectivement après on essaye de les amener sur les questions de paysage, mais ils ont il y a plein de points communs sur la manière de développer un projet. Il n'y a pas matière à discussion, mais l'idée c'est d'essayer en tout cas d'engager des discussions très très en amont. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut que vous choisissiez. C'est le milieu aussi qui m'intéresse. Oui. Tu vois, c'est le construit, c'est du milieu. Oui. Il n'y a pas que
Non, bien sûr, bien sûr. Bon, maintenant, il y a beaucoup de... La jeune génération d'architectes, les Chartier d'Alix et tout ça, travaillent vraiment sur la manière dont l'architecture, le vertical peut accueillir le vivant. Il y a tout un... Alors, je ne parle pas des toitures plantées, des tartes à la crème, mais ce travail, il peut se faire en amont. Et ça, il y a une condition qu'on essaie d'avoir avec les architectes avec lesquels on travaille, qu'on aime bien, c'est ce qu'on appelle l'approche liquide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est pas deux mondes parallèles qui se côtoient, c'est accepter que l'architecte ait quelque chose à dire sur le paysage, mais c'est aussi accepter que le paysagiste accepte qu'on puisse aussi émettre un certain nombre de choses, et sur des questions d'orientation, sur des questions de vue, sur des questions de rez-de-chaussée transparent, sur des questions de balcon, sur des questions... Voilà. Et après... libre à lui, chacun va faire son écriture, il n'y a aucun problème là-dessus, on ne cherche pas à se substituer, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait le dialogue, qu'il y ait effectivement le dialogue, parce qu'on va fabriquer cette ville habitée, on va la fabriquer effectivement pour un public, et donc on a chacun notre carte à jouer, mais on a intérêt effectivement à essayer d'avoir un langage un peu commun. Voilà. C'est pas bateau, hein. Mais par rapport à ça, je veux dire que nous, c'est un sujet qu'on essaie de traiter et d'avoir des partenariats très forts et très en amont avec les paysagistes. Le problème aussi, c'est la commande. C'est comment formuler la commande par rapport à ça. Dans la commande un peu classique, on l'a mis sur un certain nombre de projets, on a toute la hiérarchie des intervenants, et puis après on dit un paysagiste sera nécessaire, etc. Et puis il faut quasiment faire la répartition des honoraires en amont pour la candidature. Sur les honoraires des architectes. Le curseur, c'est l'architecte. Non, ce que je veux dire sérieusement, c'est que... La variable d'ajustement, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas vraiment, enfin en tout cas moi je ne connais pas dans la région, des types d'appels de candidature qui mettent ce postulat dès le départ, ce qui simplifie aussi les choses. Oui, alors peut-être qu'on a eu travaillé de manière étroite avec les architectes sur des grands équipements, sur des lycées, sur des choses comme ça, dans lesquelles il y avait une part de paysage qui était une part importante, sur lequel effectivement c'était plus facile, et il y avait plus de budget, bien entendu, donc c'est toujours un peu... c'est vrai qu'on en fait de moins en moins. Maintenant, notre travail, c'est plutôt un travail urbain, et donc sur un quartier, c'est plus facile de trouver des nouveaux équilibres. Mais c'est vrai que c'est une question de commande, oui, bien entendu, c'est une question de commande. Alors aujourd'hui, c'est en train de changer, mais non, je pense qu'il y a matière à faire des choses ensemble. Mais effectivement, il faut que les maîtres d'ouvrage en soient convaincus, ça c'est sûr. C'est-à-dire que c'est aussi dès les programmistes. Bien sûr, bien sûr. Le sujet doit être bien sûr, évoqué. c'est sûr, c'est sûr. Oui. Bonsoir Michel, je m'appelle Denis Comont, on s'est rencontrés à Versailles il y a quelques dizaines d'années. Moi je vais te poser une question parce que ce que tu dis c'est très bien, je trouve ça très intéressant. On est sur des grands projets, des projets nationaux, internationaux, qui sont motivants, plaisants, avec des donneurs d'ordre d'un très bon niveau. On est souvent, nous, dans des cas de figure, comme paysagiste concepteur, avec des réponses multiples, puisque nous, contrairement à l'agence Terre, on est plutôt local, c'est-à-dire que le déplacement, c'est 1h30 maximum, depuis Sahure, qui est le centre du monde, à 20 km de Rouen, c'est un petit peu décalé, et 1h30, ça nous permet de faire une réunion par demi-journée. Donc ça nous permet d'être disponible, d'être actif, d'être présent et d'avoir une récurrence sur nos dossiers. Mais je me dis pour tous ces petits projets, il y a effectivement une augmentation, une amélioration de la commande, une augmentation, un approfondissement aussi du regard des élus sur ce que peut faire un paysagiste. On commence à savoir un peu ce qu'est un paysagiste concepteur. Parce que par bonheur, on ne s'appelle plus architecte paysagiste, on s'appelle paysagiste concepteur, ce qui fait
une tranche très nette entre l'architecture et ça permet de définir un petit peu mieux nos deux professions. Je trouve ça plutôt bien, même si ça a tendance à revenir autrement. Comment vois-tu, toi, l'évolution de la commande publique pour, dans les quelques années qui viennent? Parce qu'on se pose quand même la question, nous, on est questionné par les architectes sur des abords de lycée, très récemment sur un concours pour la piscine de Rouen. On se rend compte que le boulot du paysagiste, c'est de faire un solarium, quoi. Donc on se dit, alors on va faire 200 mètres carrés de solarium, il y a un concours, il y a toutes les réunions, on va être un boulet pour toute l'équipe. Donc on voit pas l'intérêt. Donc la notion, en fait, qui me paraît étonnante, c'est, tu dis, on ne fait plus tomber d'arbres, on laisse les arbres, on veut des paysagistes partout, comme on veut des arbres partout, mais en fin de compte, on n'a toujours pas vraiment compris comment tout cela fonctionnait dans les pluridisciplines. Et moi, je ne suis pas inquiet sur l'avenir pour les paysagistes comme pour les architectes. Sur la quantité de travail, je suis plutôt inquiet sur la qualité du travail qu'on peut amener dans nos dossiers en termes de plus-value qualitative par rapport au milieu de vie. Vous parlez de cadre de vie, vous parlez de milieu de vie. Et je voudrais savoir ce que tu en penses, toi, de cette évolution-là qui se fait. Alors c'est vrai que nous, on a fait le choix dès le début, parce que c'est aussi nos histoires individuelles, de s'intéresser un peu à d'autres endroits, d'être curieux. Parce qu'on avait, l'histoire, c'est qu'on avait aucun des trois associés n'avait d'attache singulière sur un terroir ou sur un territoire bien défini. Donc on avait une espèce de liberté. Et donc c'est pour ça qu'on a été investigué un peu partout, parce que ça nous était permis. Mais sur la taille des projets, je pense que, je ne sais pas qui est-ce qui avait dit ça un jour, c'est dans le cinéma, il y a des films d'arrêt d'essai, il y a des blockbusters. Mais c'est toujours du cinéma. C'est toujours du cinéma, il y a toujours des acteurs, des caméramans, des scénaristes. Après, il y a des gros budgets, tant mieux. Il y a des petits budgets, tant mieux. Et il y a des spectateurs qui vont voir les deux. Donc il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas... Il faut juste se trouver bien sur ce qu'on a décidé effectivement de faire. Je pense que la réponse, elle est au mur, quoi, parce que l'expo qu'on voit ici, là, c'est aussi, c'est pas une médiathèque, c'est pas une opération de 500 logements, c'est pas un grand lycée, c'est comment intervenir localement en travaillant sur une autre manière avec d'autres processus qui sont pas le code des marchés publics, qui sont pas, en tout cas, qui sont un peu différents. Et moi, je trouve ça plutôt rassurant. Nous, on est maintenant, on rencontre beaucoup de jeunes collectifs qui commencent à travailler sur des projets qui vont réaliser pour partie eux-mêmes une espèce d'émergence, d'explosion qui correspond aussi à la mentalité des jeunes générations qui n'ont pas du tout le même rapport au travail qu'on a pu avoir. C'est valable en architecture, c'est valable en urbanisme, c'est valable aussi en paysage. Donc je crois que le métier, il est aussi en train de changer parce que les préoccupations sont différentes. Donc moi, je suis plutôt... effectivement, je suis pas inquiet. Il y a peut-être des manières de faire des différents... Alors, l'exemple que tu as dit, extrême, effectivement, le solarium, ça existe. Ça existait, on en a eu fait, mais effectivement, au bout d'un moment, c'est un peu parce que ça fait plaisir à personne. Hein, ça fait plaisir à personne, mais il faut le faire. Il faut le faire quand même, parce que sinon ça peut être pas très bien fait. Et puis si le maître d'ouvrage décide de mettre un paysagiste, autant essayer de lui montrer ce que ça peut être, parce qu'on doit aussi participer pas à sa culture, mais en tout cas essayer de lui montrer que ce que peut apporter un paysagiste sur un projet, ces petits fustiles. Donc je pense qu'il n'y a pas de... on peut exercer, effectivement, c'est une chance de... Alors les 1h30 maintenant avec la visio, c'est immédiat. Hein, donc là, l'avance que tu avais, là, c'est fini. Hein, maintenant, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Non, j'entends bien. Mais voilà. Très bien. Une autre question ? Non ? Ah.
Excuse-moi, derrière le poteau. Justement, pour faire un exemple de l'exposition ici, donc eux, on voit qu'ils se sont vraiment ancrés sur un paysage pour faire projet. Et vous, comment vous travaillez comment vous travaillez ça en intervenant à tant d'endroits différents, et on voit que du coup vous créez des antennes là où vous avez fait des projets aussi. Donc c'était cette relation à l'approche au territoire. Effectivement, enfin, on est amené à faire des projets différents, dans des endroits différents, ce qui rend la chose plus compliquée. Parce que ça veut dire qu'effectivement, il faut écouter, d'ailleurs, il faut s'associer. On n'arrive pas comme étant portant la bonne parole du paysage, de ce qu'il faut faire, que ce soit en Chine ou ailleurs. J'ai une anecdote. En Chine, par exemple, il y a deux trucs qui ne marchent pas du tout. C'est l'agriculture urbaine. Ça, ils n'en ont rien à faire. Parce que pour les Chinois, l'agriculture, c'est les paysans. Donc les paysans, ce n'est pas les citadins. Donc quand on leur explique que dans les projets urbains sur lesquels on a eu travaillé, il faut faire de l'agriculture de proximité, mais ils nous regardent comme des fous. Et après, sol vivant, oula, là on a du mal. Là on a du mal parce que pour eux, le sol il est mort, quoi. Enfin, le sol, on a perdu un concours, on avait tout développé sur la question du sol, machin. Ils ont dit non, mais le sol il est pourri, il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Donc pour eux, c'était juste une incompréhension. Alors, on l'a sur des latitudes ou sur des cultures qui sont rigoureusement opposées, mais on peut l'avoir dans des régions pas si loin, hein, quand on travaille dans le sud de la France, ou quand on travaille en Bretagne, ou quand on travaille à Nantes, on travaille à Strasbourg, les préoccupations sont légèrement différentes. Elles sont colorées par des approches, par des cultures, par des histoires. Et c'est donc tout ce travail-là qu'il faut vraiment passer. C'est-à-dire que le fait de travailler loin, c'est-à-dire qu'on passe aussi plus de temps à essayer de comprendre les situations, à comprendre le jeu des acteurs, que quand on travaille localement, on connaît parfaitement qui est qui et qui fait quoi. Et alors parfois c'est dangereux parce que voilà, mais en tout cas c'est compliqué. Mais donc ça nous demande une écoute supplémentaire. Et cette écoute, on essaye de l'avoir sur tous les territoires sur lesquels on travaille. Et c'est presque une manière d'aborder les questions de paysage. Donc c'est pour ça que c'était facile c'est facile pour nous, par exemple, de travailler en Chine, mais parce qu'on a des jeunes paysagistes qui sont de double culture, qui ont la culture chinoise, la culture soit française, soit qui ont fait leurs études en Hollande ou en Angleterre ou en Allemagne. Et donc c'est eux qui nous aident un peu à comprendre. Et puis on est dans un jeu d'échange, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs chinois, on a des collaborateurs chinois qui peuvent aller retourner en Chine et revenir. On a aussi des collaborateurs de l'agence qui vont partir 1 mois, 2 mois pour développer un certain nombre de projets. Donc ce qu'on veut aussi, c'est que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'augmenter c'est pas du business, quoi. Ça, c'est faire des projets dans le monde entier. Ça, au bout d'un moment, ça, c'est pas très passionnant. Mais si ça peut contribuer à fabriquer quelque chose d'intéressant, et l'apport qu'on peut avoir effectivement en Chine, c'est ces questions notamment du traitement de l'eau, sur lequel on a, je pense, un vrai savoir-faire en France, sur la manière de gérer les questions d'inondation, les questions eux, ils ont une approche encore très techno. Et donc je pense que là on peut apporter des choses, et puis nous ça nous permet de comprendre aussi un certain nombre d'avoir un autre regard sur les questions, oui. Et c'est d'avant tout d'être curieux, quoi. Paysagiste, architecte, c'est un métier de culture G. C'est-à-dire si on se préoccupe pas de ce qui se passe dans le cinéma, dans la littérature, au théâtre, il ne faut pas faire ce métier, quoi. Il faut faire autre chose. Je pense qu'il faut aussi comprendre la société dans laquelle on est, comprendre ce qui se fait, ce qui se produit, et puis essayer de s'en inspirer, en tout cas. Pascal. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est un petit peu une remarque ou une information pour ceux qui ne connaissent pas assez bien la maison d'architecture. Ici, on s'intéresse bien sûr énormément aux évolutions des pratiques. Les acteurs de règles de construire. Et un des outils parmi pas mal d'autres qu'on utilise, c'est les résidences d'architectes.
où on oblige un tandem, un architecte, dans le tandem, mais l'autre, c'est une autre profession. Et on a travaillé en fait dans ce binôme en amont de réflexion entre paysagiste et architecte. Et ce qu'on est en train de dire à des grandes échelles, on peut aussi le vivre à des petites échelles, sur des bourgs, sur des... C'est extrêmement intéressant. J'avais une question sur la composition de votre agence. On a vu tout à l'heure que vous étiez une équipe nombreuse. Vous parliez de la représentation du nombre d'architectes dans votre agence. Est-ce que justement l'évolution de votre métier agrège des nouvelles compétences ou des nouveaux profils finalement? Oui, on a des gens qui viennent d'écoles de design d'espace, on a des gens de chez, pour ceux qui connaissent l'école à Paris, de Boulle, ou voilà, donc des gens qui ont des parcours différents. Il y a des géographes, on a effectivement, je le disais, on a des littéraires, des gens qui ont fait Sciences Po avec la formation Urba d'un an. Donc il y a tous ces... et puis on a aussi des nationalités différentes, hein, on a à peu près 7-8 nationalités différentes. Donc tout ça, ça fabrique un peu l'espèce de bouillon qui est pour nous extrêmement intéressant, parce que les regards... Et puis souvent, quand on est amené à travailler sur un projet, sur un appel d'offres, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont fait leur diplôme dessus, ou il y a des gens qui ont de la famille. Donc tout ça, ça change complètement le regard. Et mais ça va même au-delà, c'est-à-dire qu'on a fait je reviens sur la Chine, mais on fait beaucoup de films. Ils nous demandent beaucoup de films de 3D qu'on fait nous à la maison avec des infographes. On a aussi ça. Enfin, on se fabrique un peu nos images nous-mêmes. Et on a même une des Urba chez nous qui compose la musique. C'est-à-dire qu'elle est musicienne, elle joue du piano et elle a composé les musiques des petits films qu'on a fait. Donc il y a cette idée aussi qu'on peut on peut s'inspirer, on peut faire participer les gens de manière très très différente au projet. C'est pour nous extrêmement important. Communauté européenne encourage pour l'instant les agriculteurs de devenir des écologistes. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle pour vous, pour votre entreprise, pour les agriculteurs, pour les encourager de faire quelque chose de bien plutôt que quelque chose un peu aléatoire? On essaye d'intervenir sur je disais, ces questions de... Alors, il y a l'agriculture urbaine, et puis après, il y a ce qu'on appelle l'agriculture de contact, sur lequel on essaye de travailler quand on travaille sur des zones un peu périurbaines, essayer de se dire, quand même, les questions de circuits courts, enfin, il y a toute une logistique à mettre en place. Actuellement, on travaille sur un grand projet sur l'île, où on essaye de montrer comment il peut y avoir des milieux naturels, mais aussi des milieux agricoles, et ça oblige un peu à changer, où on travaille aussi en Seine-et-Marne, où la Seine-et-Marne, c'est le royaume de la ville qui s'étalait, hein, de la ville individuelle, de lotissement, et qui était juste à côté des champs. Et là, on était vraiment sur l'agriculture qui était la variable d'ajustement du développement de la ville. Et actuellement, on est en train d'essayer de réfléchir avec un certain nombre de maîtres d'ouvrage à la manière peut-être de commencer à réfléchir au contact entre les deux, à des systèmes d'écotones où on va forcément avoir une agriculture qui ne peut pas être une agriculture intensive. Et puis on peut avoir aussi une ville avec aussi, à côté de l'agriculture vivrière, elle a besoin aussi de hangars, de stockage. Voilà. Donc comment on peut essayer de fabriquer quelque chose qui a à voir et qui efface un peu les limites assez classiques de la ville et de la campagne. La question de l'agriculture, mais elle est même plus vaste que ça, parce qu'après, elle renvoie au modèle alimentaire, elle renvoie à tout un tas de sujets. Mais par contre, on travaille là depuis quelques années, on travaille assez souvent avec des bureaux d'études qui sont spécialisés sur ces questions d'agriculture. Parce que l'agriculture, en même temps, c'est une économie, donc il faut savoir, parce qu'on va...
On peut mettre de l'agriculture urbaine partout, hein, du maraîchage partout, de la permaculture partout, sauf qu'après, vous avez des modèles économiques qui sont très demandeurs en personnel, que le personnel, voilà, ça coûte, et donc il faut avoir conscience de ça, parce que sinon, on est sur des espèces de Don Quichotte, quoi. Donc l'idée, c'est de comprendre un peu comment tout ça fonctionne et comment on peut agir, et pour ça, on a besoin de spécialistes. On a besoin de spécialistes. La question, c'était aussi peut-être intervenir en tant que paysagiste sur le milieu agricole qui était très, très abîmé par rapport à la biodiversité. Oui, oui. Oui, c'est sûr qu'il y a... Je crois que vous pouvez apporter beaucoup, parce que les agriculteurs individuels, ils vont faire chacun à son près, mais ici, il y a un plan. Oui, mais ça demande de... Alors là, on est obligé d'aller chercher un peu haut. Tant qu'on sera le modèle agricole sera régi par la PAC, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à les systèmes de subvention, parce que du coup, c'est un modèle économique, purement économique. C'est plus du tout un rapport avec ce qu'on mange, avec le vivant. On voit bien. Il y a 80% du maïs sert à alimenter de notre régime carné. Tant qu'on ne changera pas de régime, on ne pourra pas changer l'agriculture et on ne pourra pas changer l'épuisement des nappes phréatiques. Voilà, tout ça, c'est un système très compliqué. Et il faut essayer d'être un peu démonstratif, mais c'est compliqué parce que effectivement, c'est régi par des accords, par des. Parce que c'est compliqué s'il faut l'abandonner. Non, on ne l'abandonne pas. On essaye de ne pas l'abandonner. Non. Mais est-ce que c'est pas aussi les haies, les rigoles d'arbres, les clos masures, etc. Bien sûr qu'on a effacé tout ça. Et là, la Normandie, j'ai retrouvé une histoire du paysage qui date des années 70, où Jean-Robert Pitt, pour ne pas le nommer, disait, oui, le remembrement, quelques esprits chagrins nous racontent que ça va augmenter les questions d'inondation, mais bon... bien sûr, c'est écrit noir sur blanc. Et parce qu'on pensait qu'effectivement, c'était plus... Et alors, on a cassé tous les systèmes. Et ce qu'on essaye de réintroduire dans les projets de milieu, c'est vraiment raconter ça, parce que la haie, ça évite l'érosion, ça sert de garde-manger, ça servait aussi pour la chasse, voilà, il y a toute une... Et d'aller convoquer, effectivement, les histoires, d'aller chercher Braudel, d'aller chercher des gens qui nous racontent la manière dont il y avait une espèce de relation étroite entre l'homme et son milieu naturel, c'est extrêmement important, hein, c'est extrêmement important. Une autre. Pensez-vous que les toits de terrasse sont sous-utilisés, que ce soit dans le partage, que ce soit dans... Sous-utilisés? C'est une surface quand même. Oui, nous, par exemple, on a un petit sujet là, actuellement à Paris, c'est qu'il y a des esprits qui commencent à dire il faudrait peindre tous les toits en zinc en blanc, parce que comme ça va réduire le réchauffement, l'albédo va augmenter, le soleil sera... On a un peu de mal à imaginer tous les toits de Paris blancs, mais voilà. Ces questions-là, elles sont importantes. Et c'est quoi votre question? Est-ce que c'est sous-utilisé? Oui, c'est pas moi. Franchement, c'est pas moi de dire, mais il y a aussi je trouve, une perte de. J'ai pas convoqué Bachelard, tout ça, mais enfin, de l'univers des toits, il y a quand même, on a perdu un peu. J'ai l'impression qu'on perd un peu cette dimension de qu'est-ce que c'est qu'un toit aujourd'hui. C'est une surface. Et puis quand même, moi, ce que j'ai appris, c'est les toits terrasses, c'est que je suis toujours fasciné qu'on arrive à envoyer le télescope James Webb qui va photographier un ballon de foot à 550 km et qu'on a toujours des toitures qui fuient, quoi. Donc il y a à la fois une espèce de contradiction. C'est pas résolu ça. Pour moi, c'est mon grand questionnement du moment. Je n'arrive pas à comprendre comment. Voilà. Mais oui, ça peut être une surface utilisable. Il n'y a pas de. Alors après, sous-utiliser, je ne sais pas, en fonction des projets. Mais on essaye. Là, on travaille sur un projet très dense à Asnières. On essaye de se dire. Mais il faut que ça soit au-delà de toitures plantées. Il faut que ça soit aussi des lieux dans lesquels les gens puissent se rencontrer, jardiner, d'avoir. Mais après, ça veut dire aussi, par exemple,
Parce qu'après, vous rentrez avec la logique du promoteur. C'est-à-dire dit que le dernier toit, si vous mettez un édicule, on perd de la hauteur, donc on perd de la constructibilité. Si vous expliquez, si vous dites, tiens, ça serait quand même pas mal qu'on ait un système dérogatoire pour que, si jamais on a quelque chose qui a à voir avec l'agriculture urbaine, ça puisse échapper au coup de rabot des 35 mètres ou de ce qui est inscrit au PLU. Donc c'est aussi ça qu'il faut essayer d'inventer et qu'on essaye de mettre en place, parce que sinon on ne va pas y arriver, effectivement. Oui, surcharge. Et puis après, la gestion des eaux de pluie, parfois gérée. Exactement. Et puis après, des garde-corps qui vont venir améliorer l'esthétique. Oui, ça. Oui, c'est plein de sujets. Très bien. D'autres questions? Moi, j'en aurais une, je suis désolée, j'en aurais une pour terminer. Voilà, une pour terminer. Vous avez évoqué tout à l'heure, mais assez brièvement, la question de l'art et des artistes. J'aimerais savoir si vous avez effectivement, dans les projets que vous avez montrés, fait intervenir des artistes et à quel moment du projet l'artiste... C'est du land art, c'est quel type de projet, comment ils interviennent sur la matière, sur une autre façon de voir le paysage, que sont des cadrages. Alors, je ne sais pas, question. On a un projet sur lequel on a travaillé à Rennes, qui s'appelle Rennes-Vilaine-Aval, qui est donc la rivière, le fleuve Vilaine au sud de Rennes, à partir du périphérique jusqu'à une trentaine de kilomètres au sud. On a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la vallée de Vilaine-Aval, qui était un grand projet un peu compliqué, dont on ne savait pas bien comment le prendre. Et on a testé un certain nombre de choses. Le principe, c'est d'avoir 2 grands cheminements qui allaient chercher des endroits. Et il y avait ce qu'on appelait la voie des rivages qui suivait l'eau, ou qui suivait les étangs, parce que c'est un site très anthropisé dans lequel il y a eu beaucoup de gravières. Voilà, donc cet univers. Et puis il y avait ce qu'on appelait la voie des terres qui passait dans les champs, parce qu'autour on a toute une agriculture, tout un terroir extrêmement intéressant. Et on a travaillé des artistes notamment sur des questions de préfiguration. C'est-à-dire qu'on les a fait intervenir, soit pour essayer de fabriquer soit des objets, soit faire des récits, soit faire des... Voilà, il y a toute une... convoquer le monde de l'art, c'est pas forcément l'œuvre finale qui va effectivement... qui va venir prendre place, comme dans le 1%, mais c'est peut-être de profiter de ce que les artistes, dans leur pas de côté par rapport à leur vision du territoire, peuvent amener et peuvent apporter et enrichir sur les différents projets. On n'est encore pas très loin de l'acceptabilité du projet, en fin de compte. Est-ce qu'on est encore sur cette question-là? Oui, c'est d'aller les chercher, c'est aussi une manière, comme on va chercher quand on a travaillé sur Vilaine-Aval, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'assauts qui étaient à côté. Et donc comment on allait pouvoir mettre des acteurs ensemble, fabriquer pour effectivement et ces traversées escales qu'on a organisées. On les a organisés avec les clubs aussi, avec le club d'aviron, avec le club de vélo, avec les pêcheurs. Donc on a fabriqué comme ça des espèces de happenings la période d'été, juillet, août, pendant 3 saisons. Et ça nous a permis à la fois de tester des choses qui allaient après rentrer en maîtrise d'œuvre, mais ça nous a permis aussi de voir un peu, de travailler sur l'épaisseur de ce territoire. C'est aussi ça qui fait c'est aussi ça que le projet, il est non seulement accepté, mais après, nous, on n'en fait pas le service après-vente. Après, il faut que ça tourne, tout ça. Il faut que ça fonctionne. Oui, et le temps du projet dans le paysage est un temps long, extrêmement long. À qui le dites-vous? On imagine que c'est pas à la réception des travaux que ça se met en route. Ça commence. Donc, l'artiste. Mais ça se bonifie. Nous, l'avantage par rapport à vous, les architectes, c'est que nous, le moment où on livre, ça va se bonifier. Vous, malheureusement, vous êtes soumis à la décennale et à la gravité universelle, qui fait quand même que la tendance, c'est une blague qu'on a souvent avec mes amis architectes. Donc il faut d'abord tester s'ils ont le sens de l'humour. Je ne le fais pas au début de séance. Hein. Bon, mais très bien, ce sera...
Ce sera le mot de la fin, sur cette rencontre incongrue d'un paysagiste à la Maison de l'Architecture. Merci à vous. On s'est posé la question. Un grand merci. C'était vraiment très intéressant.